Le président Tshisekedi, coup de chapeau à lui, c'est un fin politicien. D'abord, il a réussi à faire mettre le Rwanda sur les bons accusés. Ok, aujourd'hui le Rwanda ne dit plus qu'il est agresseur. Il a exercé une pression psychologique sur l'ancien président Kabila, c'est qu'il s'est dévoilé comme faisant partie de la rébellion pratiquement. Voyez-vous? Donc, il a perdu, et je pense aussi son parti politique, PPRD, FCC, ils auront difficile à se relever. Ils vont sûrement connaître le sort du impère, ce qui est bien déplorable. C'est déplorable. Donc, on peut comprendre qu'on puisse commencer comme rebelle pour finir comme chef de l'État. Mais l'inverse, c'est quand même inédit. Donc, après avoir été chef de l'État, et on se retrouve dans une posture de rebelle, eh ben, on commence à collaborer, à travailler, sinon ensemble, avec ce qu'on avait combattu hier, n'est-ce pas? C'est une régression. Oui, le président Kabila a commis une faute grave. Oui. On n'avait qu'à voir chez nous comment chacun peut se réveiller à la télévision, insulter tout le monde et rentrer chez lui. Vous voyez comment le chef de l'État est traîné dans la boue dans notre pays. Et ces gens-là restent impunis. Même ceux qui vivent dans des pays dits développés. Les Congolais, que je vois faire des émissions à la télé. La façon dont on insulte le chef de l'État, la façon dont on insulte les gens, est-ce qu'on peut appeler ça démocratie? C'est-à-dire, la sécurité est derrière les magistrats. Vos magistrats, vous avez perçu l'argent. Vous avez libéré des détourneurs. Moi, chef de l'État, au-delà de la séparation du pouvoir, je vous révoque. Je vous mets en prison. Et là, on dirait que vous aviez violé la Constitution. Ben, je vous dis que ici, si vous y allez. Et là, vous parlez ça fait 30 ans. Et là, vous parlez de la démocratie éclairée. Dictature éclairée. Dictature éclairée. Voilà. Comme celle de Kadhafi, comme celle du jeune Ibrahim Traoré. Ici. Certains disent dictature positive. Oui, ça ne marchera jamais dans cette démocratie que nous avons ici. Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des questions d'actualité. Nous décryptons chaque semaine avec un invité. Question pour nous de vous informer avec beaucoup de plaisir et patriotisme. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir, après vraiment une belle urette, l'ancien ministre de l'USU, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, honorable Steve Mbikaï. Bonjour, honorable Steve Mbikaï. Bonjour. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo face à son destin. Que faire pour sortir de cette crise? La crise persistante. Ça, c'est une question qui nécessite tout un livre. Toute une thèse de doctorat. Je ne pense pas que dans une émission comme celle-ci, nous aurons le temps de tout décortiquer, tellement que la question est vraiment globalisante. Que faire pour sortir de la crise actuelle que traverse notre pays? Mais cette crise, elle est multidimensionnelle, multisectorielle. Il faut la prendre sur plusieurs facettes pour y répondre, parce que d'emblée, quand on pose une question pareille, on pense tout de suite à la politique. Voilà. Mais moi, je crois que il faut voir les choses sous plusieurs angles. La crise, elle est à la fois culturelle, elle est à la fois économique, politique, et que c'est encore dans tous les domaines. Je vais prendre d'abord au niveau économique. Vous voyez, nous avons connu beaucoup de chefs d'État dans ce pays. Nous avons connu Mobutu, nous avons connu Laurent Désiré Kabila, nous avons connu Joseph Kabila, nous connaissons maintenant Félix Tshisekedi. Vous constaterez que chef d'État, avant d'arriver en fonction, ben, les gens parfois adulent, les gens veulent le changement. Mais quand
un chef arrive, tout de suite après, les gens sont désemparés, désavouent. Même le cité commence à dire, voilà, l'ancien était bon, pas celui-ci. Parce que le problème, il faut le voir de façon objective. Moi, j'aimerais d'abord mettre de côté les sentiments. Parce qu'ici, quand un problème est posé, on veut y répondre, soit pour choquer un camp, c'est-à-dire quand on est l'opposition, on veut bien choquer les pouvoirs, faire plaisir à l'opposition. Et quand on est de la majorité, on veut bien choquer l'opposition, faire plaisir à la majorité. C'est bien qu'il n'y ait pas d'utilité. Pourquoi est-ce que nos chefs d'État sont souvent désavoués? C'est parce que la jeunesse ne se trouve pas. La jeunesse n'a pas du travail. Et pourquoi la jeunesse n'a pas du travail? C'est parce que notre pays n'est pas industrialisé. Parce que pour avoir du travail, il faut avoir des industries, avoir des usines. Parce que nos universités produisent des diplômés chaque année, par milliers, par milliers. Mais d'autre côté, les emplois ne sont pas créés. Parce que on dit toujours que nous sommes un pays riche. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, comment ça? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Quels sont les éléments qui vous poussent à dire ça? La richesse d'un pays ne doit pas être évaluée en termes de ce que le pays regorge comme sous-sol. Ce sont des richesses potentielles. Mais dès lors que ça ne contribue pas au bien-être de la population, c'est une richesse. Tu peux être assis là où nous sommes, il y a de l'or sous la terre. Mais cet or, nous ne savons pas l'exploiter. Non, ça c'est un problème d'homme ou c'est un problème du pays? Non, le problème est complexe. Ça remonte même aux grandes puissances. Vous voyez à quel point le colonisateur était méchant. Et ils sont arrivés chez nous ici, dans nos pays. Ils avaient plus besoin de nos minéraux et de nous-mêmes. Quand ils trouvent qu'il y a du cuivre dans le Katanga, ils préfèrent installer des usines de transformation de ces cuivres à 1000 milles de la RDC, c'est-à-dire en Belgique, loin. Ils préfèrent dépenser plus par le transport, exploiter, transporter. On prend le cuivre qui arrive à Ilebo. Ilebo, on prend le bateau qui arrive à Kinshasa. On prend le rail jusqu'à Matadi et jusqu'en Europe. On aurait dépensé combien? Or, si ils avaient installé des usines ici, de transformation, n'est-ce pas, dans le Katanga, ils dépenseraient moins. Pourquoi ils l'ont fait? Ils ont préféré créer du travail chez eux et soutenir leur économie. Mais le colonisateur, ils sont partis depuis 1960. D'autres pays se sont développés après. Voilà. C'est en venir. C'est là qu'on doit se réveiller. On va prendre l'exemple de Botswana, par exemple. Botswana qui a dit niet à l'exportation de son diamant d'état brut. Il a fait en sorte que, même si les capitaux investis sont étrangers, que ces investisseurs puissent produire et tailler sur place le diamant afin d'avoir une valeur ajoutée. Et le Botswana se développe. Ce que nous devons faire, nous, c'est de discuter, négocier avec ceux qui viennent investir pour qu'on ne soit pas comme une forêt habitée par des primitifs où on vient cueillir et on amène, mais que ce soit transformé ici. C'est là que j'ai, en ce qui me concerne, apprécié le projet actuel du deal entre les États-Unis et la RDC. Nous en avons revenus. Oui, qu'on a appelé échange de minéraux stratégiques contre la paix. C'est pas seulement contre la paix, mais c'est contre aussi le développement de notre pays. Le jour où nous aurons des investisseurs qui installent les usines chez nous, n'est-ce pas? Ils vont créer de l'emploi, les gens vont travailler, on va payer les impôts et l'économie va prospérer. Vous verrez que
les gens ne passeront pas tout leur temps entre par les politiques. Mais tant que le dirigeant ou l'homme politique sera inconscient, cela n'en profitera pas à la population. Voilà, c'est là qu'il faut maintenant commencer à lancer le débat de fond. Parce que, comme je vous disais avant de commencer cette émission, ici, les gens aiment suivre la bassesse. C'est-à-dire, je peux faire une émission maintenant, si je me mets à insulter les gens, à dénigrer les gens, vous verrez, ça fait tollé sur le réseau. Beaucoup de vues sur le réseau, on va en parler. Mais quand vous commencez à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour se développer, les gens ne suivent pas. Alors, je disais que le jour où nous aurons des usines dans le Kivu, des usines à Kinshasa et partout, vous verrez que les jeunes auront du travail et de moins en moins, ils seront intéressés par la politique. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, c'est la politique est partout, au marché, au travail, à l'école, dans les bus, partout. Donc, c'est parce que ça paye mieux. Alors, oui, là, c'est... Non, ailleurs, c'est ceux qui parlent de la politique... Non, ceux qui font les commandes sur la politique, ça paye quoi? Ça paye quoi? Vous êtes député depuis 2011. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que la politique ne paye pas? Vous pouvez dire fièrement que la politique ne paye pas? Je vais chuter par là. Je ne vais pas déjà rentrer dans la polémique. Non, c'est une question. La politique. C'est une question. Je n'ai pas fini à dire ce que je disais. Vous n'avez pas répondu à la question? Non, non, je vais y répondre. Je voulais dire la crise qui est d'abord économique est due par le fait que nous ne savons pas transformer ce que nous avons. En dépit du fait qu'on doit négocier pour que soit investi ici, mais nous devons avoir ce qui est le plus essentiel. Les pays riches, ce sont les pays qui ont investi dans la matière grise, dans la tête. Ce ne sont pas les pays qui ont le cuivre seulement, qui ont le diamant, qui ont le coton. La preuve que nous avons ça ici, mais nous pataugeons. Donc après, quand nous aurons, n'est-ce pas, réussi à avoir des investisseurs qui nous permettent de créer des emplois et puis de créer la valeur ajoutée à ce que nous avons comme ressources naturelles, que vous appelez richesse, parce que moi je peux appeler richesse. Richesse pour moi c'est ce qui entraîne une bonne vie pour celui qui possède. Mais ici j'appelle ça des ressources naturelles. Donc quand nous pourrons commencer à agir de ça, notre jeunesse a du travail, mais il faudra maintenant penser à investir davantage dans la tête. Mais notre pays produit beaucoup de diplômes, pour ne pas dire d'intellectuels. Vous l'aviez dit, d'ailleurs vous étiez ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Comment est-ce que vous justifiez cela en disant que la République doit investir plus dans le secteur intellectuel qu'ailleurs? Oui, on doit investir plus dans la tête de notre jeunesse, plutôt que dans Arena, pour le spectacle, bien sûr. Nous investissons déjà parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de... Les loisirs, c'est bon, Arena de Kinshasa et quelque chose encore. Mais avant d'aller aux loisirs, il faut d'abord travailler. Pour travailler, il faut avoir de la matière. Il faut vendre l'expertise, la connaissance. Et cela passe par l'investissement important dans le domaine de l'éducation qu'on doit prendre au sérieux. Et là aussi, il y a une grande crise du côté de l'éducation. Parce que vous dites que nous avons beaucoup de diplômés. Beaucoup de diplômés. Bien sûr, mais des diplômés avec quel contenu? Moi-même, j'étais, comme vous le dites, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que je n'avais jamais demandé d'être ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. En son temps, j'avais plutôt demandé le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Votre secteur de prédilection. Oui, parce que je pense que tout commence par là. Quand vous recevez à l'université des gens mal formés, les gens qui ont eu leur diplôme par la fraude, par la tricherie, parce que prenez 100% de diplômés d'aujourd'hui. Moi, je vous dis, sans peur d'être contredit,
Et c'est à peine 20% qui méritent ces diplômes. Parce que même si le système éducatif est bien conçu, et comme on dit en français, que la fraude corrompt tout, la fraude et la tricherie corrompent tout. Parce que les enfants évoluent sans maîtriser l'enseignement. Je ne prends que l'exemple de mathématiques. D'abord, les mathématiques ont tellement été mystifiées par les professeurs. Ils donnent cette branche chez nous que les enfants ont peur. Les enfants voient la mathématique comme de la magie et fuient les mathématiques. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que quand vous partez dans nos universités, vous trouverez que dans les facultés, n'est-ce pas, sciences sociales, qu'on sort. Quand vous partez, par exemple, en économie, vous partez en communication, vous partez dans ce genre de choses, vous verrez que les étudiants manquent de place. Il faut venir trop tôt pour avoir de la place. Et quand vous partez en physique, en chimie, en mathématiques, les places manquent d'étudiants. Vous verrez 4 étudiants, 5 étudiants, et parfois même on ferme l'option par faute d'étudiants. C'est comme ça que quand j'étais ministre Lessu, après avoir fait la ronde, j'avais décidé de pouvoir créer une bourse que j'avais appelée la bourse de l'excellence et de solidarité nationale, où les jeunes gens qui ont fini leurs études, surtout ceux des familles modestes, qui ont chômé 1 année, 2 ans, ils passent un test et ils entrent gratuitement dans ces facultés. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un morceau de mathématiques ou de physique. Alors, ils entrent là-bas, ils étudient sans rien payer. C'est la licence. Effectivement. Prise en charge par l'État? Bien sûr. Il y a eu 2 promotions, n'est-ce pas, qui étaient à l'UPN, à l'UNECIN, partout, hein, et nous avions placé après un test, et 2 promotions ont fini la licence. Combien par université, par exemple? Non, au total, il y en avait environ plus de 1000, hein, pour 1500, quelque chose comme ça, pour la première promotion, deuxième promotion. Alors, ces jeunes ont fini, les 2 promotions ont fini. Ils ont eu leur licence. Et l'objectif était que, quand ils terminent, ils devaient aussi concourir pour ce qu'ils avaient pris notre bourse, qu'ils avaient appelée la bourse pour l'émergence du Congo, où les scientifiques devaient toujours, aux frais de l'État, aller à l'extérieur. J'ai été en Corée du Sud, j'ai négocié en Corée du Sud, en Polytechnique. J'ai été au Canada, j'ai fait la ronde en Afrique du Sud. J'ai négocié des accords pour que nos jeunes commencent à y aller aux frais de l'État et qu'après les études, pour éviter la fuite des cerveaux, que leurs diplômes soient envoyés ici, ils viennent les recevoir ici, et que nous créons sur l'accueil qui fait qu'ils viennent ici. Parce que... C'est pour motiver... Oui, on ne peut pas se développer sans consommer les mathématiques. Non. Aujourd'hui, vous voyez la guerre entre Iran et Israël. C'est plus une guerre où les gens viennent avec des fusils comme ça. Ouais. Ce sont de roquettes, ce sont la technologie, la guerre de la technologie. Est-ce qu'on peut faire ça sans maîtriser la physique? Pratiquement impossible. C'est non. Mais dès lors que nous, ces études-là, n'ont pas d'étudiants, comment va-t-on... J'ai parlé ici d'investissement. Okay? Même quand il faut investir ici, créer des usines, mais il faut avoir la matière grise pour travailler. Alors, pour finir sur cet aspect de la bourse, de 2 bourses, curieusement, dès que j'ai quitté, la bourse est tombée. Les 2 sont tombés. C'est ça le problème de la politique de notre pays, la continuité de l'État. Aujourd'hui, c'est un coquille vide. 125 chefs de travaux et autres étaient sur le point de partir à l'université technologique de Durban, en Afrique du Sud. Les démarches étaient en cours et c'est tombé dans l'eau. Alors, quand nous aurons réussi à faire investir chez nous ici, à investir aussi dans la matière grise, faire en sorte que le diplôme soit mérité, parce que je vous dis que notre diplôme d'État, notre examen d'État, il a été au départ très bien conçu, très bien conçu, avec l'oral de français,
avec certaines épreuves orales, avec la session, la session de 4 jours. Mais allez voir, beaucoup d'enfants remettent les papiers vierges à dissertation, mais les écoles, les parents et tout le monde s'organisent pour que ces enfants aient des notes gratuites. Vous verrez un papier remis vierge, mais l'enfant a beaucoup de points en dissertation. Et aujourd'hui, c'est encore pire avec l'apparition de l'intelligence artificielle. ChatGPT. Vous avez tout. J'ai parié que la dissertation maintenant a été faite partout par ChatGPT. Vous verrez que même dans la classe politique, les gens qui n'avaient jamais pondu un texte ont des tribunes maintenant. Des tribunes qui, quand vous les lisez, vous constatez ça, c'est ChatGPT. Donc, il met juste copier-coller. Ouais, c'est dramatique. Mais aujourd'hui, on doit s'arrêter. Vous êtes l'un de rares politiciens qui ont préféré investir dans l'enseignement, dans l'homme. Vous êtes promoteur d'école. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour former l'homme congolais de la base? Bon, il faut combattre, comme je dis, la fraude, la tricherie. Il faut ajouter à la gratuité, et je salue d'ailleurs, n'est-ce pas, la rénovation. Il faut revoir aussi le programme. J'ai parlé ici du fait que les enfants fuient les mathématiques, hein, qui sont la base, en principe, de tout progrès aujourd'hui dans la société. Il faut revoir le programme de mathématiques. Parce que notre programme de mathématiques ici, les gens sont dans l'abstrait. Quand tu pars avec l'abstrait, tu ne comprends rien en mathématiques. Il faut plutôt partir du concret vers l'abstrait. Parce que nous avons mis en place un programme, vraiment, pour ne pas parler de moi-même. Votre école? Oui, au Cartésien. C'est reconnu d'ailleurs, parmi les meilleures écoles de la ville, du pays. Je crois, c'est pas vous qui le dites, hein. Nous avons posé la question. Ça a été plébiscité sur plusieurs sondages. Oui. Nous avons même posé la question à ChatGPT de nous dire le top 10 des meilleures écoles en RDC, toutes les écoles comprises, même consulaires. La réponse a été nette, Cartésien est en tête. Mais quand les gens voient Cartésien en tête, ils voient les écoles consulaires un peu plus bas, ils sont scandalisés. Non, nous avons mis du sérieux. Parce que je parle de mathématiques. Vous parlez de mathématiques. Vous voyez, dès l'école maternelle, nous avons conçu un système de mathématiques qui va toujours du concret à l'abstrait. Et plus les enfants avancent vers le collège, le secondaire, de plus en plus on va à l'abstrait. Et quand ils arrivent au lycée, la plupart choisissent les mathématiques niveau supérieur. Parce qu'en fait, chez nous, il n'y a pas d'examen de section, au Cartésien. Les enfants choisissent les cours en fonction de ce qu'ils vont faire à l'université. Alors, vous trouverez maintenant que les enfants de maternelle, à 5 ans, ils font des fractions. Oui. Ils vous dessinent. Hein? Ils dessinent, par exemple, ils dessinent comme ça, un cercle, ils divisent ça en 8 parties, et puis ils peuvent assurer 6 parties, et ils vous mettent ça en fraction. Hein? Ça, c'est les 2/8. Voyez-vous? Mais en termes de pédagogie, est-ce que ce n'est pas une destruction? Non. Parce qu'en pédagogie, normalement, l'apprenant de 0 à 6 ans, il y a par exemple de nombre, des chiffres à retenir. De 6 ans à 10 ans, maintenant, l'apprenant, c'est le niveau 2. Le programme que nous avons a fait ses preuves. Ça fait 28 ans. Et que nos élèves vont dans les universités, surtout à l'étranger, États-Unis, Canada. On cesse d'avoir les compliments des parents qui viennent remercier. Oui, quand ils ont un enfant de maternelle connaît ce que c'est numérateur, dénominateur, et sait comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, fractionner, faire le partage, et ainsi de suite. Et quand déjà à ce niveau, il fait la multiplication, la division, la soustraction et l'addition, jusqu'à plus de 100. Parce qu'on n'apprend pas ça, on ne mystifie pas les choses. Les enfants apprennent en jouant, en chantant. Ça entre automatiquement. Votre méthode est plus adaptée aux enfants, à leur niveau et à chaque niveau. À chaque niveau. Alors, quand les gens s'étonnent, quand tu vois un enfant qui fait, par exemple, tu as un problème, share 20, 20 sweet by 5 kids.
Et l'enfant, les enfants mathématiques, il écrit 20, peut-être comme ça, il disait, il dessine, papa, il trouve la réponse. Oui, quand il peut déjà te compter jusqu'à 1000. Et il le fait automatiquement. Ce n'est pas qu'on bourre les choses, l'enfant est fatigué. Il ne veut même pas rentrer à la maison. Les langues, ils apprennent des langues en jouant. Vous voyez, comme ils maîtrisent trop bien l'anglais, en maternelle, mais ils commencent à apprendre l'espagnol en chantant. Et ça entre. Alors, je disais qu'il faut qu'on revoie les programmes, surtout des mathématiques, en dépit du fait qu'on a du sérieux dans l'évaluation que nous avons ici, parce que les enfants terminent dans notre pays, la plupart. Évidemment, il y a des bonnes écoles conventionnées, certaines écoles donc, catholiques, protestantes et privées. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Alors, donc, il faut revoir le programme pour le moderniser, ok? Afin que nous soyons même capables que les autres. Nous, par exemple, nous avons pris pour la langue anglaise, eh ben, nous importons, par exemple, des manuels d'Oxford et de Cambridge, n'est-ce pas? À partir de la maternelle. Okay. Et pour la langue française. Donc les enfants n'ont pas beaucoup de difficultés quand ils partent à l'étranger? Non, pas du tout. Ben, ils sont comme des poissons dans l'eau. Quel que soit le pays, qu'il soit francophone ou anglophone, mais maintenant aussi dans des pays. C'est possible d'imprimer ces systèmes pour le pays, dans l'ensemble du territoire congolais? Mais c'est ce qu'il nous faut. J'ai temps de dire que pour ce qui est de langue française, nous importons le manuel de la France. Et cette fois-ci, pour ce qui est des mathématiques, nous voyons quel est le pays qui excelle. Et nous importons ce qu'il fait. Parce qu'on va pas inventer la roue. Et c'est quel pays déjà? En dépit du fait que nous y mettons du nôtre. Mais on s'inspire des autres aussi. Quand je prends les mathématiques, Singapour a été champion de mathématiques. À tous les concours au niveau du monde, il y a Singapour, on suit la Corée du Sud, il y a Finlande, il y a Chine et consorts. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons amené quelques enseignants à Singapour. Ils ont vu comment les maths étaient enseignées et nous avons pu prendre aussi une bonne partie du programme mathématique de Singapour. Et on a fait la symbiose. Moi, j'ai été défendre ce programme à Genève il y a quelques années. Et là... pour le compte de votre école? Bien sûr. Et l'école a été acceptée comme internationale. Alors, et aujourd'hui, les enfants ont un diplôme. On a comme, bon, en fait, selon votre profil, vous êtes, à mon humble avis, éligible à ces postes de ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Dans la mesure où cela s'est réalisé, vos premières réformes seraient dans quel secteur ou dans quel point exactement dans l'enseignement primaire, secondaire et professionnel? Non, mais ce que je vous disais, nous devons révisiter le programme. Même si par la suite, moi je pense que au finish, il faudra que nos enfants apprennent dans nos langues. C'est-à-dire, commence la maternelle, en Swahili, tu vas à l'université. Et souvent les gens me disent, pourquoi chez toi tu n'enseignes pas les langues nationales? Mais c'est parce qu'ils vont aller avec ça où? Les manuels ne sont pas en lingala. Il faut commencer par traduire les manuels scientifiques dans nos langues. Chiluba, Swahili, racine carrée, c'est quoi? En Kikongo, par exemple. Et là, les enfants pourront apprendre nos langues. Parce qu'aujourd'hui, vous apprenez le chinois à l'enfant, d'accord. Et après, il fait quoi avec? Il vous dit où? Donc, ça, c'est à très long terme. Mais à moyen terme, il faut revoir déjà le programme, s'inspirer de ce qui marche. Même chez nous, il y en a qui marchent, ce qui marche. Vous inspirer de ça, améliorer le programme et surtout l'ordre. Et vous savez, la gratuité est venue aider beaucoup d'enfants à répondre le chemin de l'école. Mais il y a le revers de la médaille. La gratuité de l'enseignement. Est-ce que la gratuité de l'enseignement a détruit l'enseignement? Il faut bien l'accompagner. Si c'est mal accompagné, ça détruit l'enseignement. Parce que quand un enseignant qui avait 30 élèves, 50 élèves, en a maintenant 200 dans une classe, même s'il est meilleur, il ne sera pas. Alors nous devons multiplier, ajouter le nombre d'enseignants, mais surtout recycler les enseignants. Dans notre pays, les enseignants ne sont jamais recyclés. Donc quelqu'un qui a commencé à enseigner, ça fait 30 ans, il a les mêmes méthodes jusqu'à aujourd'hui. Il faut les recycler, en dépit du fait qu'on revoit le programme, ainsi de suite. Il y a tellement de choses à faire, et ça va marcher. C'est parce que nous ne prenons pas trop au sérieux ces choses. Et ce n'est pas le moment d'en parler. Ici, ils sont de parler globalement de tous les pays. J'ai parlé du domaine des investissements, n'est-ce pas? L'économie pour créer
la valeur ajoutée ici crée du travail. Et pour le faire, il faut investir dans la matière grise. J'ai parlé de l'enseignement, qu'on doit organiser depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Évidemment, le point capital aussi, c'est quoi? C'est la sécurité. Parce que tout ça doit se faire quand le pays est en sécurité. Nous devons encore beaucoup investir dans le domaine de la sécurité, n'est-ce pas? Parce que nous sommes convoités déjà. Nos ressources naturelles sont convoitées par nos voisins, notamment par le Rwanda. Et ça fait 20-30 ans que nous sommes en guerre. Quel type de système de sécurité que nous devons avoir? Donc, nous devons bien former nos militaires, les recruter en grand nombre aussi, et bien les équiper. OK? Et surtout, les renseignements. Le renseignement doit être un renseignement où on va arrêter les gens parce qu'il a parlé politique, il a critiqué les chefs. Le renseignement doit être quelque chose qui va voler la technologie des autres. Hein? Nous devons envoyer nos enfants dans des pays développés pour nous importer la science, la technologie. Hein? Et mais aussi savoir comment ils sont organisés. Nous devons plus, en tout cas, investir dans l'armée pour nous protéger, afin que nos ressources puissent profiter à nous-mêmes. Vous voyez, le Rwanda, c'est un petit pays. Ça fait mal si chaque fois on a l'habitude de dire un petit pays, mais apparemment c'est grand. Si nous disons chaque jour que le Rwanda nous agresse, en termes d'organisation, quand on dit que le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous pille, quelque part ça fait un peu honte. Oui. C'est comme quand vous avez des enfants, votre enfant de 18 ans, on vous dit chaque fois que papa, son petit frère de 10 ans, lui a racheté son cahier, lui a racheté son argent, l'a tapé. Ah ben, ça ne marche pas. Donc, nous devons nous asseoir, réfléchir sur comment faire pour mettre fin à ça. Donc, nous devons investir beaucoup et davantage dans notre sécurité. Okay? J'ai parlé de l'économie par rapport aux investissements, la matière grise. J'ai parlé aussi de... comment étouffer en fait, ces problèmes qui nous dérangent depuis un certain moment, les tribalismes. Comment étouffer ces phénomènes qui nous détruisent aujourd'hui? Bon, là, je crois qu'on va aller un peu de Coralan. Je ne sais pas d'où vient le tribalisme. Comment elle est tombée comme un cheveu dans la soupe dans notre débat ici. Donc, non, c'est une question aussi, hein, parce que ça détruit, ça déchire la société aujourd'hui. Vous verrez, hein, quelqu'un avec qui vous aviez partagé une partie de votre vie, à un certain moment, vous vous séparez tout simplement parce que il est ressortissant d'elle. Et le tribalisme, là, nous amène un peu peut-être côté politique. Parce qu'il faut aussi, à part ce que j'ai dit, une représentation politique dans notre pays, parce que nous sommes en train de vivre dans ce que moi j'appelle toujours la démocratie, c'est-à-dire un mélange de la démocratie et de l'anarchie, et qui crée le mot démocratie, c'est un barbarisme en fait, que j'ai fait, qui va toujours nous bloquer, parce que le désordre est capital ici. Après que j'ai parlé de sécurité et puis de l'armée, n'est-ce pas, de la défense, parce que on va passer le temps, on doit évoluer. Il faut mettre aussi de l'ordre du côté politique. Dans ce pays, nous n'avons pas besoin d'un chef trop compréhensif, d'un chef qui estime que on a une démocratie. Avant de nous développer, il faut un pouvoir fort. Même quand vous prenez des pays comme la France, Angleterre, d'autres pays là, ce n'était pas des démocrates qui sont développés. C'était même dans la question des droits de l'homme. Quand vous prenez les États-Unis, vous prenez la France, l'Angleterre et tout ça. Non, la démocratie est arrivée après. Et chez nous, il faut un pouvoir qui dirige avec un bras de fer dans des velours. Donc, ce que moi j'ai appelé une dictature éclairée. Vous n'avez qu'à voir chez nous comment chacun peut se réveiller à la télévision, insulter tout le monde et rentrer chez lui. Vous voyez comment le chef de l'État est traîné dans la boue dans notre pays. Et ces gens-là restent impunis. Même ceux qui vivent dans des pays dits développés. Les Congolais, que je vois faire des émissions à la télé, la façon dont on insulte le chef de l'État, la façon dont on insulte les gens, est-ce qu'on peut appeler ça démocratie? Vous voyez un peu le show de télévision. Vous, j'ai vu au Canada, là, vous allez partout ailleurs, que ces pays où tous les jours, à la télévision, il y a un débat politique. Tous les jours,
Et c'est la politique sur fond des insultes, du tribalisme. Il n'y a jamais un débat constructif sur la science, l'éducation. Quand vous lancez ces débats, il n'y a pas de preneurs. Est-ce que c'est un problème de consommateurs? Non, c'est un problème d'abord d'organisation du système politique que nous avons. Oui, alors, pour que ça marche dans tous les domaines, comme dit la Bible, que la justice lève une nation, il faut que la justice soit réhabilitée par son travail. C'est qu'il y ait un cercle vicieux. Mais comment le faire? Alors, parce que, quand on va dire démocratie, on va faire allusion à la séparation des pouvoirs. Ok. Bon, aujourd'hui, les gens qui détournent, quand on les arrête, on le met à disposition des magistrats. Le magistrat trouve c'est son tour d'avoir l'argent aussi. L'argent qui a été détourné va servir à le corrompre. Après, le détourneur, demain, il est libéré. Et le tout, on le met sur le dos chef de l'État. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit un peu dictateur. Ça veut dire quoi? Aller au-delà de la séparation du pouvoir. Ouais. C'est-à-dire, la sécurité est derrière les magistrats. Vos magistrats, vous avez perçu l'argent. Vous avez libéré des détourneurs. Moi, chef de l'État, au-delà de la séparation du pouvoir, je vous révoque. Je vous mets en prison. Et là, on dirait que vous aviez violé la Constitution. Ben, je vous dis que, ici, si vous y allez. Et là, vous parlez ça fait 30 ans. Et là, vous parlez de la démocratie éclairée. Dictature éclairée. Dictature éclairée. Voilà. Comme celle de Kadhafi, comme celle du jeune Ibrahim Traoré. Ici. Certains disent dictature positive. Oui, ça ne marchera jamais dans cette démocratie que nous avons ici. Vous voyez? Donc, parce qu'on va dire quoi? Le chef n'a pas le droit de révoquer les magistrats comme ça, parce qu'il y a la procédure. Mais non, comme on dit, le salut du peuple est la loi suprême. Mais si le chef a beaucoup plus de pouvoir, ça lui permet aussi d'aller au-delà de, voilà. Mais là, il faut ses limites. Pas une fois brutale. Là, c'est une dictature sauvage, un peu comme celle qu'on a connue de Mobutu. Je parle ici une dictature éclairée ou alors un pouvoir fort. Moi, chef de l'État, je reviens du voyage, je viens de la Suisse, France, États-Unis, même certains pays d'Afrique. Je vois comment les routes sont propres, comment les alentours sont organisés, on a planté des fleurs, et je vois la saleté à partir et des petits marchés, de l'aéroport jusqu'en ville. J'appelle le gouverneur, monsieur, je vous donne 2 semaines. Je ne veux pas voir, au prochain voyage, je ne veux pas voir la saleté là-bas. Ok? Mettez de l'ordre, pas de marché partout. Avec quel accompagnement? Je repasse par là dans 3 semaines, la même chose, je vous révoque. Avec quel accompagnement budgétaire? Non, pas budgétaire. Je parle d'abord de la justice. Si déjà la justice est réhabilitée et que les magistrats ont peur de libérer les détourneurs et que tout le monde commence à avoir peur du bien de l'État, il y aura des moyens. Nous avons des moyens ici. Le mal est que les moyens sont, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'argent, mais l'argent est récupéré par une minorité. Et cette minorité, ce qui est plus grave, c'est quoi? Cette minorité n'investit pas au pays. Vous n'avez qu'à voir dans la classe politique. Combien on construit ne plus qu'un dispensaire? Ils investissent où? Un hôpital. Ils investissent où? Des écoles. À l'étranger. Un chef de l'État qui décrète un contrôle des avoirs des Congolais. Il y a moyen de le faire, il y a des cabinets spécialisés. Eh bien, vous êtes Congolais. On a découvert que vous avez 5 millions de dollars en Suisse. Comment vous les avez eu? D'abord, je vais décréter une opération de retour des capitaux. Même si vous avez détourné depuis Mobutu, depuis Kabila, et maintenant... C'est appliqué aux hommes politiques ou applicable à tout le monde? Commençons par le reste politique d'abord. Okay. Même si vous avez détourné, on vous donne 1 an pour tout rapatrier. Investir ici, on ne vous fait rien. Passé 1 an, eh ben, nous nous mettons à faire nos recherches. Vous êtes Congolais, d'accord? Vous avez été ministre, oui, PDG, c'est bon. Vous avez 10 millions de dollars en Suisse, ou bien en Belgique, en Chine, au Japon. Comment vous les avez eu? Il faut expliquer. Et on fait tout pour confisquer les biens. Remettre ici. Ça va changer. Nous avons assez de moyens ici. Mais comme c'est une minorité qui s'accapare de tout,
et qui, au lieu d'investir chez nous, créer du travail pour les Congolais. Imaginez un peu, cher ami, si on prend tout ce que la classe politique a pu consommer depuis Mobutu, ok, et que tous les politiciens qu'on a dans ce pays ici, moi, les Kengo, Kimbombo, Tambwe Mwamba, Mobutu, Soukabila, et aujourd'hui. Et les Steve Mbikaï. Si chacun, et vous aussi. Hein. Je suis dedans. Si chacun investissait au moins quelque part, où il a créé 300 emplois, 500 emplois, il y aurait combien d'emplois au pays? Au moins, vous avez créé au moins une entreprise. Malheureusement, je n'ai pas parlé de moi. Hein. Écoutez, ouais, exactement. Moi, dans ma façon de faire les choses, je l'ai fait exprès de vous insérer. dans ma façon aussi. de faire les choses. Attends, suivez mes émissions. Toutes mes émissions. Ouais. J'ai horreur de parler de moi. Et quand je vois les gens tout le temps parler d'eux-mêmes, moi, j'ai honte à leur place. J'aime parler bien des idées et de parler, de mettre ma personne à l'avant-plan. J'aime plutôt vendre mes idées. Et donc, c'est plus important. Êtes-vous d'accord d'accord de la prolifération plutôt de partis politiques? Oui, je vais aussi arriver là-bas. Vous m'avez coupé un peu les fils d'idées. Là où j'ai parlé de retour des capitaux d'étrangers, investir ici. Et si tous ces gens avaient investi ici, ça avait créé au moins 1000, 2000 emplois. Aujourd'hui, on ne parlait pas chômage. Hein, ou bien le chômage serait vraiment... Même aujourd'hui, voyez la classe politique d'aujourd'hui. Est-ce que les gens, avec ce que ces gens ont gagné ici, des millions, est-ce qu'il y a même un petit hôpital construit? Même pas une minoterie, hein? Même pas des plantations. Mais comment voulez-vous que le pays progresse comme ça? Par contre, vous parlez de partis politiques. Tout le monde investit en politique, en créant des partis politiques. Si nous prenons tout ce que nous dépensons lors de la campagne électorale, si cet argent qu'on dépense pour créer des partis politiques, c'était injecté dans ce qui, n'est-ce pas, économique, mais on avancerait. Mais comme nous savons maintenant qu'en politique, on peut gagner facilement, même là aussi, pas tout le monde qui gagne. Hein. Si vous voyez les politiciens qui font la politique, la combien ceux qui gagnent là, quand vous comparez avec ceux qui n'ont pas réussi, eh ben, ceux qui n'ont pas réussi sont aussi très nombreux. Il ne faut pas croire que la politique, c'est un domaine où chacun qui arrive, donc, va réussir. Non. Alors, je disais, si nous avons, si le président Tshisekedi se faisait aujourd'hui un dictateur éclairé, pas c'est lui qui fait tout pour travail politique, idéologique, mais c'est lui qui prend des décisions assez fortes, assez difficiles. Mais le peuple voit que ça change. Ça commence à changer. Les tournées sont arrêtées. Et pas seulement arrêtées, et que l'argent de l'État a été récupéré, affecté au social, à la population. Mais ils vont le dire, restez pour toujours. Alors et les partis politiques aussi. Mais c'est trop. Le nombre, il y a prolifération de partis politiques. On doit réfléchir, bien sûr, les conditions, les critères pour aller aux élections ou quoi, pour faire un... C'est le seul pays où il y a les drapeaux des partis politiques partout. Écoutez, allez partout. Vous voyez ça où? Hein? Et aussi des partis politiques, et sur la rue. Quand c'est une activité officielle, s'il vous plaît, le chef de l'État, les gens amènent des drapeaux. Quand un ministre, un président va en province, mais ailleurs, on ne prend que le drapeau national. On va en France. Quand Marine Le Pen a ses activités politiques, rassemblement, on voit le drapeau de la France. Mais ici, mais non, écoutez, on copie très mal. Parce que les gens se définissent plus comme partisans et non patriotes. Et c'est vrai. C'est un peu ça. Écoutez, nous devons copier quand même au moins ce qui s'est fait ailleurs. Et j'aimais quiconque au défi de me dire, en pays où il y a des drapeaux, des partis partout, et même sur des artères comme ça. Bon. Mais finalement, l'autorité de l'État, elle est où? Alors, l'avant-dernière question, je rappelle que vous êtes député national, 3 fois élu député dans votre circonscription, Moamba. Et c'est pas facile, hein, à Kinshasa. Surtout Moamba, c'est pas facile. Comment vous faites pour faire élu? Comment je fais? Je fais ce que je fais.
Êtes-vous toujours Parce proche j'ai de commencé la base ou c'est avec par les d'autres élections. mécanismes? Certains... Avec les élections, j'ai commencé depuis l'école secondaire. Ceux qui étaient avec moi, ils vous diront que j'étais le commandant de mon école. Hein. À Kindu, pour être commandant de l'école, il fallait être finaliste. Et moi, j'avais commencé, après la 4e année, jusqu'à la fin, hein, comme commandant de mon école. À l'université, j'étais dirigeant élu. Donc, je connais comment entretenir la base, toutes les stratégies pour se faire élire. Alors, honorable élu de la circonscription de Moamba, honorable Steve Bikai, ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire, mais aussi ministre de l'Action humanitaire et sécurité nationale. Exactement. Deux fois nommé ministre. 3 fois. 3 fois. Une fois mandataire, 3 fois ministre, oui. 3 fois ministre. Oui. Donc, c'est un plaisir. Vous avez quel plaisir? Au gouvernement de Satisfaction ou gouvernement de Benoît Chibala et puis gouvernement de Ilukamba. Vous avez quel sentiment? Satisfaction? Non, mais travailler pour l'État pendant au moins... Bon, quand j'ai fait le bilan, c'est ce que j'ai pu faire. Ok, je peux être un peu satisfait, mais je ne dirais pas que les gens ne sont pas satisfaits du tout en général. C'est la bonne raison. Ils peuvent me soustraire de ça. Et tout ce que j'ai dit, c'est comme mot. Je suis inclus. Voilà. Ok. S'il faut corriger, eh ben, nous devons tous le corriger ensemble. D'accord. La dernière question est de savoir comment faire pour encourager l'entrepreneuriat. Bon, il faut aussi une banque des investissements. Aujourd'hui, quand les jeunes finissent leurs études, et il n'y a pas de programme d'études aussi ici. Dans notre programme d'études, nous formons les demandeurs d'emploi. Nous devons aussi surtout former les créateurs d'emploi et créer des conditions qui leur permettent, n'est-ce pas, d'avoir des moyens au départ pour se lancer. Parce que quand ils commencent aujourd'hui, on vous demande d'hypothéquer une maison de 500 000 $. Mais ça vient d'où? Il faut qu'on réfléchisse sur comment faire pour pousser les jeunes à investir et puis les accompagner. Ok? Vous voyez, nos jeunes pensent que la vie c'est ailleurs. Oh, la vie c'est ici. Vous partez au Canada, vous voyez en Europe, il n'y a rien là-bas. Moi, quand je vais voir les gens qui étaient précipités à aller en Europe, comme j'étais étudiant, mais ils tourneront juste là. La vie, le bonheur, c'est ici. Nous avons tout pour ce bonheur ici. Mais nous devons juste changer de façon de voir les choses. Est-ce que le pays accorde la chance à tout le monde? La chance est à la portée de tout le monde. Non, mais tel que les choses... un pays où nous avons du mal à créer des emplois, comment est-ce qu'on va dire qu'on accorde la chance à tout le monde? Hein? Nous devons entre eux y réfléchir. Ok? Et essayons un peu de limiter le débat partisan. N'est-ce pas? Faisons un peu de débat qui mettent le pays au centre de préoccupation de notre population. Mais parce que moi, quand je suis ce qui se passe comme débat, franchement, tout est partisan. N'est-ce pas? Non, mais quelque part, on peut aussi d'abord mettre de côté les sentiments pour parler des choses qui réellement concernent la patrie. Ok? En mettant un peu de côté nos appartenances politiques, bien sûr, on a toujours politique. Moi, je suis de l'union sacrée. Je ne peux pas nier, demander partir. Mais nous allons faire un effort pour être un peu plus objectif dans notre façon de voir les choses et une façon de faire les choses. Parce que c'est l'actualité, eh bien, après qu'on ait parlé de tout ce qui est rationnel, on nous a peut-être à tout ce qui est irrationnel aujourd'hui. Dialogue. C'est irrationnel, je vous dis. C'est vraiment irrationnel. Mais aujourd'hui, nous sommes dans depuis 1960, notre pays brille dans ces systèmes de dialogue. Le gouvernement, dialogue. Formation de gouvernement, dialogue. Même pour résoudre le problème du pays, les problèmes du pays, c'est toujours des dialogues. Pourquoi nous devons toujours recourir au dialogue en lieu et place de laisser chaque dirigeant de prendre ses décisions et avancer jusqu'à la fin de son mandat? C'est parce que nous copions et nous copions très mal. Nous avons copié la démocratie à l'occidentale avec le système de majorité-opposition, n'est-ce pas? Qui ne cadrait pas avec notre façon en tant qu'Africains. Quand vous allez dans nos royaumes, vous remontez dans le royaume Cuba, le royaume Luba, le royaume Congo, il y avait un système politique organisé. Il n'y avait pas d'un côté la majorité et de l'autre l'opposition.
Tout le monde avait droit au chapitre. Nous avons copié ce qu'on fait ailleurs, mais on ne sait pas supporter ça. Donc, quand on va aux élections, ceux qui gagnent veulent tout prendre. Et ceux qui ont la minorité sont à l'écart et n'acceptent pas leur échec. Ils veulent toujours être dedans aussi. D'où on prend les armes pour s'imposer, ou on crée des ordres, n'est-ce pas, sur le terrain pour s'imposer. C'est là que moi, parce qu'après cette guerre, j'ai pensé que j'avais encore milité pour qu'on puisse changer la constitution, faire des réformes constitutionnelles. Et dans cette nouvelle constitution, je vais plaider pour qu'on mette de côté le concept majorité-opposition. Au profit de nouveau concept, force politique dominante et force politique minoritaire. Vous changez juste le mot. Les forces politiques... Mais le contenu reste... Non, le contenu change aussi. Voilà. Les forces politiques dominantes ne prennent pas tout. Et les forces politiques minoritaires ne perdent pas tout. Vous prenez au prorata de votre, n'est-ce pas, présence à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc, que tout le monde qui a au moins un élu se retrouve, même avec un DG à quelque part. Vous verrez que tout le monde sera dans le système et il n'y aura pas trop de contestation, pas trop de guerre. N'est-ce pas? Et quand on va aux élections, ceux qui gagnent aussi prochainement pensent à ceux qui ont perdu. Ça, je pense que ça pourra marcher. En dépit du fait que on a créé tellement des institutions ici qui nous font l'argent. C'est-à-dire, la politique ici consomme presque la moitié du revenu national au pays, les députés nationaux, la présidence, la primature, les députés provinciaux, qui passent leur temps à ne rien faire, sinon à créer des conflits avec des gouverneurs, un Sénat qui fait double emploi avec l'Assemblée nationale, un CESAC qui fait double emploi avec le ministère de la Communication, CNDH qui fait double emploi avec le ministère des Droits de l'Homme. Il y en a plein comme ça, si bien que ce que nous produisons. Et à cela, il faut voir maintenant les dépassements budgétaires. Vous êtes... Oui, donc, pour vous, on doit supprimer le CESAC, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, et puis les Sénats. Ça fait 5 ans que je suis dans ce combat. Parce que toute institution qui fait double emploi avec l'autre, il faut la supprimer, commençant par le Sénat. Ce qui implique qu'il faut revoir la forme de l'État, avec comme implication aussi changer la Constitution. Parce que c'est une position qui est verrouillée par l'actuelle Constitution. Quand moi je parle de changer la Constitution, ce n'est pas pour l'intérêt d'un camp politique. Tout le monde voit carrément le troisième mandat. Tout le monde parle du glissement. C'est pour corriger. Non, le glissement, il faut arrêter. Parce que le dialogue, on en a parlé, non? Sur le dialogue. À quoi sert le dialogue? Ça pouvait être une exception. Le dialogue, c'est pour résoudre le problème de la crise des légitimités. Une fois par siècle. Mais ici, c'est devenu la règle. Chaque fois, il faut qu'il y ait. Aujourd'hui, par exemple, on nous dit on est agressé, on est en guerre. Eh bien, allons au dialogue. Jean-Marc Kabound appelle au dialogue. Alors, pas seulement lui. Martin Fayulu appelle au dialogue. La SENCO appelle au dialogue. Même, disons, les rebelles et tout ça. Alors, j'avais dit en 2023 que ceux qui boycottaient les élections allaient finir dans un cul-de-sac. Ils y sont. Ils y sont maintenant. Ils ne savent pas où commencer. Ils pensent qu'il n'y a que le dialogue qui leur permettrait de pouvoir entrer dans le système. Alors, quand on dit qu'on est agressé, on est en guerre, il faut un dialogue pour récupérer notre occupé. Donc, après le dialogue, si une va prendre un char, et puis Fayulu prend une roquette, Jean-Marc Kabound prend sur moi quelle arme pour aller à la guerre? Que non. Mais alors, quel rapport y a-t-il le dialogue et mettre fin à la guerre? La guerre, il faut y mettre fin par la diplomatie. Et une guerre autrement, et là, coup de chapeau au chef de l'État, avec sa ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a beaucoup d'avancées. Et il faut la mettre fin en se battant sur le terrain. On va demander à Dieu d'Israël, écoutez, de nous aider, alors qu'Israël combat avec des missiles contre l'Iran. Tout ça, c'est une conception qu'on doit changer. Et ces églises, prolifération des églises aussi, parlons-en. Tout ça, ça fait partie de la démocratie. Quel est ces pays-là, autant d'églises comme ça, à chaque coin des rues? Et d'ailleurs, on se par beaucoup d'aventuriers, qui s'appellent pasteurs.
Pas tous. Mais 80% sont des pasteurs. Ce sont des escrocs, devenus pasteurs suite au chômage. Donc, des pasteurs conjoncturels. À escroquer les pays citoyens, naïfs. Mais la population a besoin de Dieu aussi. Le vrai Dieu. Pas un Dieu qui est utilisé comme fonds de commerce par quelqu'un parce qu'il était au chômage. OK? Et qui s'est mis comme ça à exploiter les pauvres citoyens. La dernière question est l'avant-dernière question. Hein. Alors, pour le dialogue, je clôture sur le dialogue. Le dialogue demandé par la Senko est inutile. Demandé par tous les opposants est inutile. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Nous sommes la majorité. Nous avons gagné les élections. On nous laisse diriger jusqu'à la fin. Mais apparemment, il y a un compte du système actuel, en attendant que nous changions la constitution, comme j'avais l'Église catholique parle de fonctionnement. Presque toute la classe politique. Non, l'Église catholique avait son dialogue là. Parlons-en d'ailleurs, un dialogue financé par Kagame. Parce que Monseigneur Moteba, président de la conférence nationale, a bien dit que dans leur démarche, ils ont été financés par l'Ouganda, par Kagame, le Rwanda et que c'est encore. Comment est-ce que nous pouvons, nous, de la majorité, aller dans un truc de ce genre? Et aussi, moi je me demande toujours, comme on dit souvent que la compétence et l'attribution, mais la Senko tire cette compétence d'où? De se réveiller, initier un dialogue, ok? Même pas faire une proposition au chef pour qu'il puisse convoquer un dialogue, mais eux-mêmes déjà qu'un dialogue pour impact social et ainsi de suite. Dans le passé, vous aviez bénéficié de cet accord. Quel accord? L'accord de la Senko. Mais bien sûr. L'accord de Saint-Yves. Cette fois-là, on avait fait appel. Ministre. On a fait appel à eux, pas le gouvernement. Quand on ne s'est pas entendu au niveau de la cité de l'Union africaine, parce qu'une partie de l'opposition avait boycotté, le gouvernement avait signé la Senko pour demander qu'il puisse organiser ce dialogue, financé par le gouvernement. Mais ici, c'est une initiative de la Senko. Et la Senko, ok, qui s'est dit neutre, mais qui n'a jamais condamné l'agression. Tous les pays du monde sont d'avis que le Rwanda nous agresse et condamne le Rwanda. Mais la Senko n'a jamais condamné le Rwanda. La Senko s'est rendue, n'est-ce pas, à Goma, une ville meurtrie, où il y a eu des dizaines, des milliers de morts, dont les fidèles catholiques n'avaient pas osé broncher sur les morts, même pas consoler les familles éprouvées. On les a vus trop à l'aise avec les rebelles. Mais quand on les reçoit par le chef de l'État, ils sont crispés. Donc, la Senko, moi j'ai beaucoup de respect. Vous doutez de la sincérité de... Non, mais c'est clair. C'est clair que la Senko est pro-rébellion contre le pouvoir légitime de Kinshasa. Et ça dessert les pères spirituels. Il faut qu'ils se ressaisissent pour revenir, n'est-ce pas, ou bien redevenir l'église au milieu du village. Et comment jugez-vous l'attitude de l'ancien président de la République, Joseph Kabila? Aujourd'hui, aux côtés de Goma, certains disent qu'il est avec le M23. Bon, c'est déplorable. Donc, on peut comprendre qu'on puisse commencer comme rebelle pour finir comme chef de l'État. Mais l'inverse, c'est quand même inédit. Donc, après avoir été chef de l'État, et on se retrouve dans une posture de rebelle, eh ben, on commence à collaborer, à travailler, sinon ensemble, avec ce qu'on avait combattu hier, n'est-ce pas? C'est une régression. Oui, le président Kabila a commis une faute grave, d'abord par sa tribune. Je condamne aussi son équipe de communication, qui avait rédigé sa tribune, où il faisait pratiquement l'apologie de la rébellion, l'apologie de 2023, qu'il avait combattu hier. Et quand j'avais dit qu'il était à Goma, les gens avaient nié, et par la suite, on a vu qu'il était là officiellement. Mais il a combattu. Après y avoir été officieusement. Moi, je crois que... Est-ce qu'il avait combattu sincèrement le 1-23? Parce que selon des révélations de l'actuel ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, ces révélations font état d'un soutien indéfectible de l'ancien président de la République.
où il versait 66 millions de dollars mensuellement au Rwanda. J'ai eu à répondre à cette question. Je ne peux pas infirmer ou affirmer les choses dont je n'ai pas de preuves. Le VPM Japé Bemba a sûrement ses canaux et ses sources d'information. Je ne peux pas mettre en doute, ou je ne peux pas d'emblée dire que c'est vrai. Ça dépend. Moi, je parle de ce que je vois et ce qu'on peut démontrer. Ce que je vois est que le président Tshisekedi, coup de chapeau à lui, c'est un fin politicien. D'abord, il a réussi à faire mettre le Rwanda sur les bons accusés. Ok, aujourd'hui, le Rwanda n'est plus que les agresseurs. Il a exercé une pression psychologique sur l'ancien président Kabila, ça qui s'est dévoilé comme faisant partie de la rébellion pratiquement. Voyez-vous? Donc, il a perdu, et je pense aussi son parti politique, PPRD, FCC, ils auront difficile à se relever. Ils vont sûrement connaître le sort du impère, ce qui est bien déplorable. La disparition? Ah, bien sûr, bien sûr. Je ne vois pas comment ils vont se relever. Je ne vois pas comment ils vont se relever. Mais ils ont des cadres, ils ont des politiciens. Eh bien, avec le temps, ils vont disparaître. Ça, c'est sûr. Dites-moi comment ils vont le faire. Parce que si nous allons jusqu'aux élections de 2028, encore là aussi, j'ai dit que c'est fort probable qu'il n'y ait pas d'élection en 2028. Quand je l'ai dit, d'autres gens pensent que c'est mon souhait. Je ne fais qu'analyser, c'est le constat. Vous savez, une élection se prépare juste après la première élection. Mais ça fait 2 ans qu'on est en guerre. Et tout le moyen, n'est-ce pas, géré par la République, le monde parti va à la guerre. On ne peut pas privilégier la CENI au détriment, n'est-ce pas, du champ de bataille. Voyez-vous? Donc, tel que moi je vois, dans le meilleur des cas, on peut avoir les élections en 2030. Et dites-moi, non, c'est là maintenant que la fameuse idée de dialogue pourra intervenir à la fin du mandat. Ok? Je souhaite qu'on fasse tout pour qu'on fasse des élections dans les délais. C'est un souhait. Mais ça sera un peu difficile. Compte tenu alors, au cas où on dépasserait les délais, n'est-ce pas? Le délai légal. Là, nous n'aurons plus droit, nous, de la majorité, de vivre seul. En ce moment-là, il va falloir qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Mais maintenant, c'est inopportun. Merci, honorable Steve Mbikaï. Mais l'île bouge au Rwanda. Et actuellement, c'est le Premier ministre qui joue l'intérim de l'ancien président, soit le président Paul Kagame. Est-ce une diversion, cette nouvelle qui vient de tomber au Rwanda? J'attends voir cette nouvelle être confirmée. Jusque-là, c'est encore le domaine des rumeurs. Peut-être que j'ai suivi, peut-être qu'il peut être malade ou quoi. Mais on attend. Si Kagame continue à se mettre au travers des intérêts américains, comme il l'a fait, y compris les gens de 2023, je l'ai dit la fois passée, il risque de subir le sort de Savimbi. Je ne vois pas comment les Américains vont accepter que des petits groupes comme ça puissent venir entraver, n'est-ce pas, leur projet. Parce que là, c'est déjà les intérêts américains qui s'annoncent. Ah, bien sûr que oui. Et là, moi j'ai dit que la diplomatie est plus forte que les armes. Hein. On est en train de vouloir gagner cette guerre par la diplomatie. Et je pense qu'on va gagner. Et que si Kagame peut trépasser, ben, on ne peut pas soutenir. Ça sera une donne de plus dans la résolution du problème congolais. Ça n'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition, une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Merci, honorable Steve Mbikaï, pour votre disponibilité. C'est moi. Info 243 au cœur de l'actualité.